Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Meeting Club. Aujourd'hui, nous allons parler de Manager 3.0 et de l'impact de l'intelligence artificielle dans nos entreprises d'aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais vous faire un petit remerciement. Ça fait maintenant un peu plus de 6 mois que le podcast fonctionne, tourne à 2 épisodes par mois. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et ça, je voulais vous remercier. Et pour continuer à nous soutenir, n'hésitez pas à noter le podcast sur les différentes plateformes, ainsi que commenter, le partager et surtout vous abonner pour avoir l'ensemble des épisodes qui sortent au fur et à mesure. Voilà, donc merci encore et puis j'espère que cet épisode va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler donc d'intelligence artificielle et de l'impact de l'intelligence artificielle sur le management et donc les managers et les dirigeants d'entreprise. Et pour ça, on va échanger avec Christian Dujardin. Bonjour Christian. Bonjour Morgane. Qui est directeur en fait de Keraway Consulting, qui conseille des dirigeants et qui est auteur du livre Manager 3.0 Intelligence artificielle, gérer le changement. Alors, Christian, première question, c'est quoi un manager 3.0? Alors, le manager 3.0, c'est le manager qui, pour moi, a développé les compétences qui sont spécifiques pour gérer le changement énorme que représente en général la transformation digitale ou numérique et en particulier la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un manager qui est, comment dirais-je, au fait de ce qui se passe, qui a compris un certain nombre de choses et qui alors a développé des compétences spécifiques pour gérer ce changement qui est un changement qui est assez énorme. Je pense que certains ont pu dire que, je dirais, l'intelligence artificielle, en tout cas la montée en puissance de l'intelligence artificielle, c'est un tsunami comparé à la vaguelette de l'Internet. Alors, quand on réfléchit tous à déjà aujourd'hui et depuis maintenant 20-30 ans, ce que l'Internet a changé dans nos vies et que des experts nous disent mais l'intelligence artificielle et la transformation digitale, ça va être encore beaucoup, beaucoup plus fort. Je pense que le job du manager, en général, c'est d'être attentif à ces changements, de les comprendre et puis ensuite de mettre en place ce qu'il faut pour réussir le changement pour son entreprise et avec ses équipes. D'accord. On va rentrer petit à petit dans le détail. On va revenir un peu quand même sur un contexte et un certain nombre de définitions pour que les gens comprennent un peu de quoi on va parler. C'est que l'intelligence artificielle, pour l'instant, on en parle beaucoup. On ne le ressent pas peut-être dans nos vies de tous les jours. C'est quoi l'intelligence artificielle? Comment on peut déjà la définir? Oui. Alors, Morgane, tu as tout à fait raison. Je pense que c'est vraiment un concept dont on parle beaucoup. Qu'on comprend souvent très mal et ça c'est relativement classique pour l'homme et le manager est un humain aussi. En fait, on craint et on a peur de ce qu'on ne comprend pas. Or, la réalité, c'est que cette intelligence artificielle, elle est déjà présente autour de nous dans toutes sortes de services et d'applications qu'on utilise en tant que consommateur, citoyen ou manager, et que donc il est vraiment important de comprendre ce que c'est. Alors, dans la première partie de mon livre Manager 3.0, j'ai vraiment essayé de démystifier ce concept d'intelligence artificielle. Et ma définition, que j'essaye d'être vraiment simple, voire simpliste, en fait, une intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, donc ce sont des programmes qui travaillent sur des très, très grandes quantités de données et qui sont capables, d'intelligence
par apprentissage. Et ici, ce qui est vraiment très important, c'est cette intelligence par apprentissage, parce que on va dire que une plante est intelligente parce qu'elle est capable de s'adapter à son environnement. Une pierre n'est pas intelligente. Un programme de comptabilité ultra sophistiqué, mais dont toutes les lignes de code sont quelque part fixées et qui ne s'adapte pas, qui n'apprend pas dans le temps avec des données dont on le nourrit, va être un programme très, très performant, mais un programme non intelligent. Donc, cette notion d'intelligence est importante. Et donc, l'intelligence, c'est la capacité d'une entité à s'adapter à son environnement. Alors, je l'ai aussi dit au début, ce sont des programmes. Donc, un robot qui construit des choses sur une chaîne de montage, s'il est juste programmé pour faire toujours la même opération, ça va être un robot et ce n'est pas une intelligence artificielle. Par contre, le même robot qui est nourri de programmes pour reconnaître au mieux les pièces qu'il doit manipuler, les formes, les textures, et qui s'adapte dans son comportement, dirons-nous, en fonction de ce qu'il a comme stimuli du monde extérieur, est considéré alors comme un robot qui est animé par de l'intelligence artificielle. Donc, il y a trois concepts importants à retenir par rapport à l'intelligence artificielle. Un, ce sont des programmes. Deux, ça travaille sur des très, très grandes quantités de données. Et trois, c'est capable d'apprentissage. Et donc, on peut dire que ce sont des programmes qui sont intelligents. D'accord. Est-ce que ça paraît un peu plus clair? Ça paraît un peu plus Oui. clair maintenant, Morgane? Oui, oui. Et en fait, est-ce qu'on a des exemples concrets d'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours, des choses qui nous impactent sans qu'on s'en rende compte? Alors oui, l'intelligence artificielle est absolument déjà très, très présente autour de nous et on le perçoit ou on ne le perçoit pas. Je dirais que déjà, en tant qu'utilisateur de smartphone, si on utilise les fonctions de reconnaissance de la voix, par exemple, pour de la dictée, le programme qui est derrière est un programme qui n'est pas figé. C'est un programme qui va apprendre et qui va s'améliorer au fur et à mesure de votre utilisation de ce programme. Et donc, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui, derrière, reconnaît les sons, les transforme en mots, en des phrases qui ont une certaine signification. Et qui, alors, à ce moment-là, mettre ça dans un texto, un mail ou autre chose. Donc ça, c'est un premier exemple, je dirais très, très disponible d'intelligence artificielle. Il faut savoir aussi que toute la navigation que l'on fait sur des sites qui sont évolués dans leur, dans leur layout, comme chez Amazon ou comme chez Zalando, sont des sites dont les pages et les recommandations qui sont faites en fonction du parcours du client sur la page, mais derrière, il y a de l'intelligence artificielle pour recommander au shopper, donc à la personne qui est en train de faire son achat, les justes options, prix, etc. Donc ça, c'est des exemples de notre vie de tous les jours en tant que consommateur. Mais les entreprises sont déjà loin aussi par rapport à ça, et même parfois beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Donc, par exemple, L'Oréal a développé une intelligence artificielle qu'elle a appelée MobiFace et qui est capable, sur base de la photo de votre visage, de reconnaître les signes de vieillissement qui sont spécifiques à chaque visage et qui permettent de faire ensuite, dans un premier temps, un diagnostic et dans un deuxième temps, des recommandations de soins pour améliorer la problématique du vieillissement. Et donc, qu'a fait L'Oréal, c'est qu'elle a entraîné un algorithme, un programme, à faire le meilleur lien possible entre des photos de visage, des diagnostics et des traitements. Et donc, L'Oréal a nourri de millions de données un programme qui a développé ses propres règles pour lier la photo d'un visage à, je dirais, le juste traitement. Et ça, de nouveau, à partir du moment où c'est un algorithme qui travaille tout seul à sa propre
amélioration par itération, on peut dire que c'est un algorithme d'intelligence artificielle. Un peu dans le même style, aux États-Unis, il y a des compagnies d'assurance qui vous font une proposition d'assurance auto purement sur la base de deux informations. Un selfie et deux, la copie de votre permis de conduire. De nouveau, quel est l'exercice qui est fait? C'est qu'ils ont chargé dans une database des millions de données de selfies, de permis de conduire et bien sûr d'historique de conducteur. Et l'intelligence artificielle a créé le modèle qui fait le lien entre le selfie et, je dirais, le profil du conducteur. Avec, bien sûr, quant à moi, par rapport à ce genre de solution, toutes les réserves, bien sûr, d'utiliser un selfie pour calculer une prime plus ou moins élevée pour le conducteur, parce qu'on va avoir tous les biais possibles et imaginables en matière d'âge, de culture, de race, etc. Donc, l'intelligence artificielle a quelque part aujourd'hui beaucoup d'utilisations, souvent que l'on ne soupçonne pas et dans notre environnement quotidien. Il ne faut pas qu'on calcule ma prime d'assurance sur l'état de mon permis, vu qu'il est passé plusieurs fois à la machine à laver. Ça aurait risqué de me coûter très cher. Voilà. Mais donc, peut-être qu'une intelligence artificielle qui serait peut-être en fait pas complètement intelligente, en voyant la photo du permis, il va dire, mais ce garçon, il n'est pas du tout soigneux et il est complètement distrait. Donc, je dirais, dans mon rating pour le calcul de la prime, ben, je vais être un peu plus sévère avec lui. Et donc, c'est là où on dit, ça, c'est pas tout à fait OK. Et plus tard dans l'interview, voilà, on parlera de l'éthique. Plus tard dans l'interview, dans le podcast, on parlera de quelque chose qui m'est énormément cher. C'est le concept d'une intelligence artificielle digne de confiance. Mais avant d'arriver jusque-là, je pense qu'il y a plein d'autres sujets. J'ai cassé aujourd'hui aucune voiture et j'ai toujours mes 12 points sur le permis. Ça va jouer plutôt en ta faveur. Très bien. Donc là, c'est la partie intelligence artificielle. C'est des sujets qui sont très prégnants en ce moment parce qu'on parle aujourd'hui que 80% des processus de travail utiliseront de l'intelligence artificielle d'ici 2030-2035. Ça veut dire que sur le plan humain et dans les entreprises, les dirigeants ainsi que les managers vont devoir changer, vont devoir se former. Pour peut-être installer l'intelligence artificielle au sein des entreprises, mais en même temps, faire en sorte que ça se passe bien. Et donc, en fait, voilà, quel est le rôle du manager de demain? Comment on devient un manager 3.0? Et peut-être, c'était quoi un manager 1.0 et un manager 2.0 et voilà, globalement. Démarrons peut-être par ma définition du manager 1.0, 2.0 et puis même, j'aborderai le 4.0. Donc, pour moi, le manager 1.0, c'est le manager des années 70-80. C'est le manager qui fonctionne dans une organisation qui est en général très hiérarchisée, très pyramidale. Et c'est le manager qui est dans le je commande, tu obéis et je contrôle. Et donc, c'est le manager qui manage, il va gérer effectivement ses équipes et son processus. Et un temps, ça a très bien fonctionné. Là, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites à cette époque-là et qui ont été bien faites. Mais c'est un certain style de management, aussi top-down, comme on appelle ça. Donc, je commande et je contrôle. Le manager 2.0, c'est le manager, moi je le situe plus aux alentours des années 2000-2010. Alors, c'est un manager qui est en général encore dans une organisation de type pyramidal, voire matriciel. Et c'est un manager qui lui est déjà beaucoup plus dans l'interaction avec ses équipes. Il est à l'écoute et en fait, il va tenir compte du ressenti de ses équipes et il va passer à l'action derrière. Il est conscient de ce que la transformation numérique est importante, donc il va faire la promotion de la mise en place du site Internet pour l'entreprise, il va digitaliser des processus simples comme facturation, etc. Mais donc, il n'a pas encore, lui, complètement appréhendé le tsunami de l'intelligence artificielle, simplement parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Alors, le manager 3.0, justement, c'est celui qui a
compris l'impact et les enjeux de l'intelligence artificielle, qui a également une bonne conscience des compétences spécifiques à développer, et on va y revenir. Et suivant un petit peu mon slogan, le manager 3.0, c'est le manager qui va collaborer avec les robots. Et j'utilise ici le terme robot de façon un petit peu provocante, mais collaborer, ça veut dire quoi? C'est que le manager 3.0 va réfléchir à la division optimale du travail entre les robots et nous, les humains. Il y a des choses que les robots vont faire mieux que nous. On le confie aux robots, ça va nous dégager d'un certain nombre de tâches répétitives et ennuyeuses. Et nous, on va faire quelque part le reste du travail. Donc, il va collaborer avec les robots, mais surtout, il va coopérer avec ses alter ego. Et coopérer, ça veut dire œuvrer, travailler ensemble à quelque part une œuvre commune avec un lien émotionnel fort dans l'équipe pour arriver à l'objectif. Donc ça, c'est pour moi le manager 3.0. Il a bien compris le bon job que pouvaient faire les robots, il en fait levier, mais il est très, très conscient que notre spécificité d'humain se trouve dans notre intelligence émotionnelle et notre créativité. Alors, quand j'étais en train de finaliser l'écriture de mon livre, Manager 3.0, j'ai quelqu'un de très bien intentionné, c'est un ami qui m'a dit « Mais Christian, le 4.0 existe déjà, on utilise 4.0 pour justement décrire les entreprises qui sont en chemin vers la mise en œuvre de l'intelligence artificielle dans leur business process. » Alors, ça m'a inquiété le temps d'une nuit et de la journée qui a suivi, parce que je me suis dit, mais est-ce que je suis effectivement à côté avec mon manager 3.0? Et j'ai fait alors quelques recherches, parce que je connaissais le concept de management 4.0, et j'ai fait des recherches, et le management 4.0, c'est le management des entreprises libérées, c'est le management qui caractérise un mode de fonctionnement où on est dans la co-gestion, la co-décision, des stratégies qui sont organo-intuitives. Et donc, je pense que c'est un management qui existe. Je pense qu'il peut très bien fonctionner pour beaucoup d'entreprises. Par contre, c'est un type de management qui est encore très, très loin pour beaucoup d'entreprises. Or, je dirais, l'importance de ce changement, la transformation numérique, c'est maintenant. Et donc, j'ai pensé qu'un management qui était quand même plus cadrant, en ce sens qu'un management qui donne la direction et puis qui dit « maintenant on y va ». Et je vous explique pourquoi et je vous emmène avec vous. Et ça, c'est le management 3.0. Je pense que c'est le type de management qui est adapté pour les transformations numériques qu'il va falloir faire maintenant à marche forcée, je pense. On va rentrer on va avancer. Pour info, hein, on a fait un sujet sur l'entreprise libérée et sur le management d'entreprise libérée que vous pouvez retrouver et qui est un très bon lien. On revient sur les définitions de l'entreprise libérée. Il y a un certain nombre d'auteurs sur le sujet avec deux entreprises qui l'ont mis en place. Alors, entreprise libérée ne veut pas dire automatiquement la mise en place de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. On est sur un autre fonctionnement, même si la plupart, certaines sont très en avance sur le sujet. Très bien. Alors, pour moi, il y a deux niveaux, deux axes pour moi qu'il faut qu'on traite. C'est le premier, c'est globalement, quelles sont les compétences du manager global, qu'on rentre dans le détail. Et après, c'est comment, il y en a même trois en fait. Comment on met en place l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, et comment on fait en sorte que tout le monde s'adapte, parce qu'il y a un vrai processus du changement au sein des structures. Donc, tu as abordé tout à l'heure des compétences essentielles pour ce manager. Il y a, on parle d'intelligence émotionnelle, mais pas seulement. Tout à fait. Donc, moi, j'ai structuré ou je structure mon discours, mes conférences et mes formations en matière de compétences à développer pour l'intelligence, pour le manager 3.0 autour de 4 thèmes. Alors, on a déjà abordé un premier thème, mais qui est quand même très important. Le manager 3.0 est un manager qui est curieux et qui est, comme je dis, connecté à son environnement. Et donc, c'est pas un manager qui a la tête dans le sable, c'est un manager qui voit ce qui se passe autour de lui, qui comprend les enjeux et les opportunités qui sont apportés par
la transformation numérique et l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un premier point. On en a parlé, je ne vais pas trop revenir sur celui-là. Le deuxième point, c'est qu'à partir du moment où il a décidé quelque part d'avancer, il doit développer sa créativité parce qu'il s'agira de challenger le statu quo et d'être force de proposition, mais développer sa créativité en mettant le client au centre du processus d'innovation. Donc, de nouveau, ça, c'est important parce que on peut avoir des entreprises ou des startups avec des ingénieurs qui vont faire des trucs tout à fait extraordinaires et qui vont juste faire flop dans la foulée parce qu'ils ont oublié de réfléchir qui est mon client, quels sont les points de douleur, quelle est la promesse que je leur propose et dans quelle mesure est-ce que je vais être capable de tenir cette promesse. Donc, je dirais, passer à l'action en étant créatif, ce sont des compétences particulières. On parle de design thinking, par exemple, qui est un processus d'innovation qui a été documenté par la Stanford University et qui, quelque part, fait passer le manager ou l'équipe, au travers d'un certain processus de façon à être en contact avec la réalité du marché, du client, ensuite de développer ce qu'on appelle un proof of concept, qui est une première version de la solution, de tester cela, l'améliorer par itération, et puis ensuite d'avancer. Donc, développer cette capacité à être créatif de façon structurée est une vraie compétence. Parce que la créativité, c'est plus que générer un maximum d'idées bonnes et mauvaises, je dirais, rapidement. Ça, c'est de la créativité. L'innovation, c'est encore autre chose. Donc on est d'accord que ça va au-delà d'un brainstorming. Absolument, absolument. Un brainstorming, ça peut être très sympa. Ça fait partie du processus de design thinking parce qu'à un moment donné, il faut pousser les portes, ouvrir les barrières et je dirais stimuler la quantité d'idées par rapport à la qualité des idées. Donc, dans le processus, ça place, mais dans le processus de design thinking de Stanford, il y a des étapes avant et il y a des étapes après. Très bien. Donc ça, c'est la partie créativité. Oui. Et comment on devient créatif? Enfin, ça s'apprend pas. Il y a des gens qui sont pas faits pour être créatifs. Alors, je dirais que oui et non. Donc, un peu une réponse de Normand, en ce sens que oui, certaines personnes vont avoir un mode de fonctionnement, et je dirais même une construction du cerveau qui va faire qu'ils vont être plus orientés futur, concept, nouveauté, et d'autres vont être orientés plus, je suis dans le présent, je fais attention aux détails et la routine me convient bien. Mais le processus d'innovation va bien fonctionner si on a les deux. Parce que si on n'a que des rêveurs qui font, je dirais, des plans sur la comète et que ça n'est jamais connecté à la réalité du présent, je dirais, on va pas avoir de processus d'innovation. Donc ça, c'est une partie de ma réponse en disant, oui, effectivement, tout le monde n'est pas aussi créatif. En même temps, ce qu'il est possible d'apprendre, c'est quelles sont les bonnes pratiques en matière de processus d'innovation. Et donc là, le modèle de la Design University de Stanford, qu'on appelle le Design Thinking, propose, je ne sais plus, 5 ou 6 étapes bien décrites, bien documentées, au travers desquelles on peut passer pour avoir un processus d'innovation qui est OK. Et de nouveau, on peut soit faire appel des super méga consultants super chers qui vont vous accompagner et vous prendre par la main par rapport à ça, mais on peut aussi juste comprendre le modèle et avec une petite équipe et la juste motivation, décider de passer au travers de ce processus qui n'est pas nécessairement un processus très, très compliqué. Donc ça s'apprend aussi. Donc de là, ma réponse, oui et non. On fera un épisode sur le design thinking. Ah oui, et c'est dans mon livre aussi, puisque c'est quelque chose qui, de nouveau, qui a l'avantage d'être assez immédiat, assez juste et qui peut être appliqué de façon diverse et variée. Donc, pour reprendre les compétences du manager 3.0, 1, il est curieux, il est connecté à son environnement. 2, il est créatif et il met le client au centre de son processus. 3,
il a développé son intelligence émotionnelle pour emmener son équipe dans le changement. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, un changement pour une personne, pour une équipe, pour une organisation, c'est inconfortable. J'ai pas envie de changer. J'aime bien mon processus, j'aime bien ma routine, j'ai mes dashboards, j'ai mes tâches, je fais ça depuis 1 an ou 5. On me demande de changer, j'aime pas. Et donc il y a nécessairement de la résistance. Alors, l'intelligence émotionnelle, c'est un concept qui a été documenté par un psychologue qui s'appelait David Goleman dans les années 90, si je me souviens bien. Et il a décrit l'intelligence émotionnelle en disant, en fait, c'est quoi? Mais c'est, avoir conscience de soi et être capable de gérer quelque part ses émotions. Ça, c'est moi avec moi-même. Mais ensuite, c'est d'avoir une conscience sociale, c'est-à-dire être capable de comprendre ce que les gens autour de moi ressentent. Et puis après, la phase suivante, c'est être capable, étant donné que j'ai compris ce que mon environnement ressent, d'emmener le groupe vers le changement ou une prochaine étape. Et donc ici, le manager 3.0, il va être capable de reconnaître que le changement peut être difficile pour son équipe ou certaines personnes. Et en conséquence, il va adapter son mode de communication ou son mode de fonctionnement. Alors de nouveau, il y a un modèle qui est plutôt utilisé en psychologie qu'en management, et que moi je trouve de nouveau très, très pertinent, c'est le modèle de la courbe du deuil. Le deuil, c'est quoi? C'est lâcher quelque chose, c'est laisser derrière soi quelque chose. Alors, le deuil, je dirais, pour une personne, cette personne n'est plus là, elle est décédée, ou il y a une séparation, il y a un deuil à faire de la personne. Le deuil dans l'entreprise, c'est en fait lâcher une situation confortable. Et ce que cette psychologue, Dr. Kubler-Ross, a démontré au travers du processus du deuil, c'est qu'il y a nécessairement un certain nombre d'étapes qui doivent être passées pour avoir fait le deuil. Et ces étapes sont, je suis dans le déni. C'est-à-dire que je suis sidéré, on m'annonce quelque chose, c'est pas vrai ce truc. C'est pas possible. Non, cette nouvelle qui m'atteint, je la refuse, je la garde en dehors de moi. C'est le processus du déni. C'est la première phase. Ensuite vient la colère. Je suis en colère sur ce qui m'arrive. Pourquoi moi? Pourquoi notre équipe? Pourquoi est-ce que c'est dans notre équipe qu'on veut mettre en place des chatbots qui vont remplacer la moitié des opérateurs et de mes collègues? Je suis en colère. Ensuite vient le moment de la tristesse. Donc, on a traversé un peu la colère et on est juste triste de ce qui est arrivé. Mais on commence à se rendre compte que, en fait, c'est un peu inévitable et donc il va quand même falloir aller avec le flux. Et quand on passe le moment de tristesse, on a à ce moment-là le début de l'acceptation. Je commence à accepter ce qui se passe. Et ensuite, on est dans la co-construction et je vais effectivement être un acteur du changement. Ce qui est important pour le manager et le manager 3.0, c'est que il reconnaisse, il comprenne, il ait conscience de ce processus. Parce qu'en fonction de l'endroit où se trouve son équipe, il va avoir une communication ou l'autre. Donc, quand il y a l'annonce d'un gros programme de changement, mais nécessairement, la première partie, ça va être, si le changement est inconfortable, du déni et de la colère. Et donc, face à du déni et de la colère, ce qu'il ne faut pas faire, c'est survendre le projet avec des arguments rationnels que l'équipe ne va juste pas être capable d'entendre. Si, de nouveau, je prends
l'exemple de mon service client que l'on va équiper d'intelligence artificielle pour remplacer une partie du travail des opérateurs et que je dis, oui, mais vous savez, ça va nous permettre d'avoir un taux de réponse de 90% dans les 2 heures, ce qui est ce que fait la concurrence et donc on ne peut pas ne pas le faire. Et vous savez, on doit aussi économiser et donc en faisant ça, on va avoir un payback de 2 ans. Les gens ne sont juste pas capables d'entendre. Ils vont juste freiner encore plus. Donc, par rapport à cette première partie, ne pas être dans l'argumentation raisonnée qui parle au cerveau gauche, mais être juste dans l'écoute. OK, on va faire ceci. J'entends vos difficultés. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Qu'est-ce que vous pouvez partager pour nous aider à avancer? Et donc, sur cette première phase, il faut être dans cette énergie-là, cette énergie d'écoute attentive et d'empathie. Et puis, je dirais peut-être 2e ou 3e réunion sur le sujet, des choses qui ont été expliquées, les gens ont eu l'occasion de sortir leurs émotions, de partager les choses et donc vont être un petit peu plus disponibles pour commencer à écouter d'autres arguments. Et ils vont peut-être passer par cette phase de tristesse et ils vont se rendre compte qu'en fait, oui, c'est un changement, mais peut-être pas aussi catastrophique que ce qu'ils avaient prévu. Et donc, ils vont commencer à se projeter dans la nouvelle situation, puis ils vont commencer à accepter. Et à un moment donné, on va avoir des gens qui vont être acteurs du changement. Ils vont dire, OK, mais pour que ça fonctionne vraiment, vraiment bien, il faudrait une phase de transition comme ceci, comme cela. Il faudrait réfléchir comment former telle ou telle personne pour que ceci, cela. Et ils vont être dans la co-création. Mais donc, ce mode de fonctionnement n'est possible qu'à partir du moment où le manager 3.0 a développé son intelligence émotionnelle, qu'il est d'abord lui-même capable de comprendre son propre comportement, mais qu'il est capable d'écoute et d'empathie par rapport à ses équipes. Et ça manque très, très, très souvent. L'intelligence émotionnelle, c'est un mot qui est à la mode depuis quelques années. C'est pas quelque chose d'inné chez les gens. Pareil. Ça se forme. On se forme à Oui. l'intelligence émotionnelle. C'est quoi les bases? Parce que bon, je pense qu'il y en a qui sont plus ou moins entre guillemets proches du sujet, et d'autres, l'émotion, c'est des choses qui doivent se cacher. On doit pas parler d'émotion en entreprise. Oui, oui. Alors c'est vrai. Et ce que tu dis, c'est important de comprendre que notre intelligence logico-mathématique, qui est quelque part ce qui est super résumé au travers du quotient intellectuel, c'est quelque chose qui est relativement inné. Et on va avoir un niveau d'intelligence sur cette intelligence logico-mathématique. L'intelligence émotionnelle, à contrario, c'est quelque chose qui peut se développer. Alors de nouveau, on va avoir un capital potentiel qui n'est pas le même chez tout le monde, mais je pense que tout le monde peut arriver à un niveau de maturité émotionnelle minimum pour être capable de bien fonctionner en entreprise. Il y a des gens qui vont être hyper sensibles à ça. Ils vont voir quelqu'un rentrer dans une pièce et tout de suite, ils vont comprendre, ressentir à un niveau presque inconscient, est-ce que la personne est bien, elle n'est pas bien, elle est en forme, elle a des idées ou au contraire, elle est renfermée. Donc, des personnes vont avoir cette sensibilité, vont percevoir aussi l'énergie qu'il y a, bonne ou moins bonne, dans dans une réunion, dans une équipe. Et d'autres ne vont pas du tout avoir spontanément ce genre quelque part, ce genre de réflexe, ce genre de ressenti. Mais donc, quelqu'un qui n'aurait pas naturellement ça, on peut lui donner quelques clés et on va lui dire, par rapport à un groupe, il y a des personnalités et des modes de fonctionnement différents. Certains sont plutôt extravertis, d'autres sont plutôt introvertis. Certains sont plutôt structurés, d'autres sont plutôt flexibles. Certains vont avoir tendance à prendre de la place et à parler, et d'autres beaucoup plus à rester dans le retrait. Donc déjà, expliquer à ces personnes, on n'est pas égal. Je dirais, on n'est pas égaux, pardon. Et donc, il y a des styles et des préférences en matière de fonctionnement qui sont différents. Être conscient de ça, ça veut dire qu'on peut commencer à essayer de comprendre la dynamique d'une personne ou la dynamique d'une équipe. Et donc, le manager qui serait mauvais au niveau de son intelligence émotionnelle, on pourrait lui dire, écoute,
il serait quand même de bonne pratique de démarrer chaque réunion par un court moment d'inclusion, comme on appelle ça. C'est-à-dire qu'au lieu de rentrer, OK, agenda, point 1A, Jean, ce que tu as fait, ce qui était convenu de la fois passée. Diane, est-ce que tu es en ordre avec le timing qui devait être vérifié avec le fournisseur? Donc là, bang, cerveau gauche, on est dans le mécanique, le rationnel. Ben, je pense que ça, c'est pas montrer beaucoup d'intelligence émotionnelle pour l'équipe qui est autour de la table. Par contre, un moment d'inclusion, bienvenue à tout le monde, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui, est-ce qu'on est dans la chouette énergie pour travailler, ce projet est important pour nous, est-ce qu'avant qu'on démarre les réunions, il y a des commentaires que vous voudriez faire, est-ce que l'agenda est toujours celui sur lequel on peut travailler, on a prévu de travailler jusque vers 11 heures, est-ce que ça vous convient? Ça, c'est montrer une certaine intelligence émotionnelle par rapport à la dynamique du groupe. Et en cours de réunion, si on voit que c'est toujours Pierre, Paul, Jacques qui interviennent beaucoup et qu'on en a deux qui restent en retrait, par contre, ce sont des super experts, ben, l'intelligence émotionnelle, c'est de dire à un moment donné à Pierre, Paul, Jacques, je pense qu'il y a Jean-François et il y a Mathieu qui ont également un avis sur la question. Jean-François, est-ce que tu pourrais nous partager ton point de vue par rapport à ça? Donc ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Je sais que Jean-François est dans un mode de communication plutôt réservé. Par contre, c'est un super expert. J'ai besoin de son avis, de son énergie dans cette réunion. Il ne va pas naturellement, lui, partager cela, mais j'ai l'intelligence émotionnelle de comprendre comment il fonctionne, de reconnaître sa compétence et je vais l'inviter à venir dans la réunion. Donc, de nouveau, c'est des choses qui s'apprennent. Parce que par rapport à l'intelligence émotionnelle, ou d'ailleurs par rapport à beaucoup de modes d'apprentissage, c'est en programmation neurolinguistique qu'on utilise ce modèle et je trouve qu'il est assez fort. Il y a 4 phases dans l'apprentissage. La première phase, c'est que je suis inconsciemment incompétent. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Et donc, ça, c'est le manager. Il ne sait pas qu'il est nul au niveau de son intelligence émotionnelle. Voilà, et il va changer. La deuxième phase, c'est que, en fait, je suis consciemment incompétent. En fait, je sais que je suis pas très bon là-dedans, mais voilà, je fonctionne comme ça, quoi. Et je vais pas changer. Mais je suis déjà conscient. Donc, peut-être que je peux changer. La troisième phase de l'apprentissage, c'est que, en fait, je suis consciemment compétent. Donc là, on m'a donné des clés et je sais, parce que je l'ai noté, que je dois démarrer mes réunions en faisant un tour de table. Je dois demander si l'agenda est OK, si le timing est OK. Je dois pas oublier de faire, de donner la parole à Jean-François et à Mathieu. Et là, en fait, je suis consciemment compétent parce que je sais ce que je dois faire et en fait, je le fais. Et puis, l'apprentissage étant ce qu'il est, on devient inconsciemment compétent. Comme on a fait le drill de systématiquement démarrer les réunions de cette façon-là, à un moment donné, ça devient normal. OK, les gars, on y va. Est-ce que l'agenda est OK? Le timing est bon? Mathieu, n'oublie pas, moi j'ai besoin de toi sur ceci, sur cela, et boum, on y va. Et donc là, on est inconsciemment compétent et on a développé son intelligence émotionnelle. Et ça, c'est des choses qu'on peut atteindre, qu'on peut inculquer à des managers qui n'ont pas naturellement ce style. Alors, c'est vrai que depuis le début de ce podcast, on lit beaucoup en fait ces compétences de créativité et d'intelligence émotionnelle au fait que demain, ce sont entre guillemets les principales compétences pour réussir entre guillemets la transformation et de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans les entreprises dans la vie de tous les jours. Mais on pourrait parfaitement se dire, mais enfin, ces deux compétences pourraient parfaitement aussi être importantes dans l'entreprise sans qu'il existe d'intelligence artificielle et entre guillemets, pourquoi, en fait, au moment des 10, 15, 20, 30, 50 dernières années, ce ne sont pas des compétences qu'on a déployées intelligence artificielle, entre guillemets, à part. Parce que, enfin, entre guillemets, on pourrait se dire, enfin, ça paraît normal de les utiliser en dehors du numérique. Oui, tu as raison. Je pense que ce qui rend ces compétences d'autant plus nécessaires aujourd'hui, c'est que tout s'accélère et tout va beaucoup plus vite. Les changements sont plus forts. Et donc, comme les changements vont vite et sont d'une ampleur importante, ce genre de compétences est devenu, en tout cas pour les managers, de plus en plus nécessaire. Mais on n'a pas nécessairement, tu as raison aussi,
comment dirais, attendu l'arrivée de l'intelligence artificielle pour se rendre compte que ces compétences sont importantes. Si tu vas consulter, par exemple, un médecin, et que tu as un médecin qui est, je dirais, un gars ultra compétent, mais qui a 15 minutes avec toi dans ton agenda et qui va juste te débriefer dans les grandes lignes les résultats d'une dernière analyse et que, oui, écoutez, sur tel et tel paramètre, monsieur, vous êtes absolument hors norme et donc je pense que maintenant vous allez devoir faire une biopsie parce que ça pourrait être une tumeur maligne, un cancer, mais mon assistante suit et prend rendez-vous avec vous. Tu vas quand même te sentir un peu mal. Si tu as quelqu'un, parce que cette personne-là, elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, elle ne va pas anticiper l'impact sur toi, quelque part, de cette mauvaise nouvelle. Donc, tu vas dire, bon, il est peut-être compétent, ce gars, mais pas cool, quoi. Si je peux travailler avec quelqu'un d'autre, au moins aussi compétent, mais plus humain, ça aura ma préférence. L'autre va anticiper le fait que ce soit difficile pour toi et va te donner de l'espace aussi pour réagir, etc. Et donc là, on ne parle pas d'intelligence artificielle, on parle juste d'une consultation. Mais dans cette consultation, il y a une personne que tu vas recommander parce que tu dis, il est super compétent, mais en plus, il accompagne, tu sens que moi, j'ai envie, je perçois qu'il va vouloir se battre avec moi, ce gars. Donc, voilà, ça, c'est la personne vers qui je veux aller. Et donc, il fait preuve d'intelligence émotionnelle. Très, très bien. Alors, moi, j'ai plein d'autres questions à poser. On va essayer d'être efficace. Je t'avais dit, Morgane, qu'une heure, c'était court pour Oui, ton oui, podcast. oui. Mais c'est le format, c'est le format. Mais on pourra revenir dessus. Mais un des points, une question. Comment aujourd'hui, un manager, les managers qui nous écoutent, peuvent faire le point en disant, est-ce que je suis vraiment un manager 3.0? C'est quoi les indices? Eh bien, donc, pour moi, les indices, et ça va revenir un peu aux compétences qu'on est en train d'aborder. C'est il n'a pas mis la tête dans le sable par rapport aux changements qui se passent autour de lui pour son équipe, son entreprise. Et donc, il est effectivement attentif et conscient des opportunités qui sont présentes au niveau de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Donc ça, voilà, si quelqu'un n'est juste pas au courant de ce que il y a moyen d'optimiser les tournées des camions en logistique avec de l'intelligence artificielle, ben voilà, il va pas être très bon, quoi. Et si il reste coincé là-dedans dans les 10 ans qui viennent, ben, sa boîte de transport ne survivra pas. Ça, c'est un. Deux, si c'est quelqu'un qui est peut-être conscient de ça, mais n'aime pas le changement ou ne va pas essayer de réfléchir comment mettre en œuvre ces nouvelles technologies, donc il va pas être créatif, ou s'il est créatif de façon, je dirais, non efficace en ne mettant pas le client au centre, il va pas non plus, je pense, être un bon manager 3.0. Le troisième point, c'est celui qu'on vient d'aborder. Je dirais, il doit être en connexion avec son équipe, en connexion avec ses clients pour pouvoir accompagner le changement. Et puis, la quatrième dimension, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est importante pour moi, c'est que le manager 3.0, il se fait le promoteur de ce que j'appelle une intelligence artificielle digne de confiance. Alors, c'est un concept qui a été quand même très, très bien décrit par la Commission européenne qui avait donné le briefing à plusieurs dizaines d'experts et ils sont arrivés quelque part à la définition, recommandation qu'une intelligence artificielle digne de confiance, elle doit répondre à trois grands critères. La première, c'est qu'elle doit être licite. Et licite, ça veut dire quoi? Ça doit être conforme aux règlements ou aux lois. Elle ne doit pas être hors la loi pour être digne de confiance. La deuxième, elle doit être éthique. Et éthique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que cette intelligence artificielle doit être également une intelligence, donc potentiellement un programme qui va respecter des valeurs de base comme l'égalité, la non-discrimination et ce genre de choses. Et c'est là où je reviens un peu à l'exemple de tout au début de notre podcast. Si on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent calculer ta prime en fonction de ta couleur de peau et de ton âge,
je pense que par rapport au côté éthique de l'intelligence artificielle, on est potentiellement dans les problèmes. Donc, elle doit être illicite, donc dans le respect de la loi, éthique, dans le respect quelque part des droits fondamentaux, et robuste. Robuste, pourquoi? Parce que comme pour pouvoir fonctionner, cette intelligence artificielle doit fonctionner sur une grande quantité de données, comme si comment dirais-je, les algorithmes sont corrompus, on peut avoir des résultats qui sont biaisés, voire qui peuvent détruire de la valeur au niveau business ou faire du tort autour d'eux. Et donc, le manager 3.0, il doit quand même réfléchir en disant, attends, je suis en train de mettre ici en place une solution d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est tout à fait OK au niveau licite? Par exemple, je réfléchis à quelque chose qui pourrait ne pas être licite. J'ai pas tout de suite d'exemple. Au niveau des prix, peut-être, on pourrait trouver des choses où, à un moment donné, il y a des... Oui, voilà. Par exemple, deux directeurs de grandes chaînes de distribution pourraient décider de développer un algorithme d'intelligence artificielle qui va optimiser les prix entre les deux enseignes de distribution pour maximiser la valeur pour les deux enseignes de distribution. Je dirais que ça peut se faire, mais c'est contraire à la problématique, à la loi sur les pratiques du commerce qui interdit les ententes. Ça, ce serait donc une intelligence artificielle qui ne serait pas licite. Donc ça, c'est le côté licite, et le côté éthique, on en a parlé, et le côté robuste. Donc, pour répondre à ta question, dans quelle mesure est-ce qu'un manager 3.0 pourrait faire quelque part sa propre auto-évaluation par rapport à ça, ou avoir quelqu'un qui, quelque part, lui donne du feedback? On va dire, est-ce que tu comprends les enjeux de l'intelligence artificielle pour ton secteur? Je vais te dire oui, non. 2, est-ce que tu es capable, tu as les compétences pour être créatif, challenger le statu quo et mettre le client au centre du processus? Oui, non. Est-ce que tu as l'intelligence émotionnelle minimum pour inspirer ton équipe et pas lui imposer quelque chose top-down, ce qui va amener de la résistance? Oui, non. Et est-ce que tu es conscient que tu peux pas faire n'importe quoi avec l'intelligence artificielle et qu'elle doit être licite, éthique et robuste? Oui, non. J'ai jamais entendu parler de ce truc. Non, je m'en fous. OK, pas bon, quoi. Très bonne définition. Je pense que maintenant, chacun va pouvoir se positionner par rapport à ces éléments-là et travailler dessus. Moi, sur les dernières minutes qui restent, on a une petite dizaine de minutes. On peut se dire, bon, voilà, je suis en retard. Moi, l'intelligence artificielle, chez moi, ça n'existe pas. Comment est-ce que je dois apprendre à coder? Est-ce que je dois devenir un expert de l'intelligence artificielle? Vers qui je me tourne? Quel process chez moi je peux commencer, entre guillemets, à changer? Voilà, par quelle étape je mets en place, entre guillemets, cette numérisation de mon entreprise? Alors, d'abord, non, il ne va pas falloir apprendre à coder. Les managers ne doivent pas coder demain. Les managers doivent manager, doivent développer des stratégies et emmener leur organisation et leur équipe sur le chemin du succès, dans le cadre d'une certaine stratégie. Alors, c'est sûr que par rapport à la mise en œuvre, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Pour expliquer ça, j'ai une métaphore, de nouveau, moi j'aime bien les métaphores, qui est la métaphore de l'ascension de l'Everest. Et on va prendre ici la métaphore en disant, le sommet de l'Everest, c'est la situation où, à terme, dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3, l'intelligence artificielle est vraiment, comment dirais-je, fait partie de mon organisation, créer de la valeur pour mon organisation, mes actionnaires, mes employés et mes clients. Ça, c'est le sommet de l'Everest. Alors, par rapport à ce sommet, ou par rapport à cette ascension, il y a 2 stratégies qui ne vont pas fonctionner. Alors, la première stratégie qui ne va pas fonctionner, c'est que je suis au camp de base, en bas de l'Everest, je regarde le sommet, et je dis, oh là, c'est haut, c'est froid, c'est dangereux, j'ose pas y aller, je fais pas le premier pas, je reste au camp de base. Ceux-là, ils vont jamais y arriver. Simplement, voilà, ils vont pas y arriver puisqu'ils ne font même pas le premier pas. Donc ça, c'est une première stratégie d'immobilisme qui ne fonctionne pas.
La deuxième stratégie qui ne fonctionne pas non plus, c'est dire, ouais, super, facile, je mets mes baskets et je cours tout droit, tout seul. OK, ça, si tu veux faire l'ascension de l'Everest, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que c'est juste, effectivement, trop dangereux, quoi. Tu es tout seul, mal équipé, tu vas pas y arriver. Ça, c'est le CEO casse-pipe qui dirait, OK, les gars, on change tout, on investit beaucoup d'argent dans le truc, on sait faire, on y va. Mais je pense que là, cette entreprise-là, ce CEO-là va avoir des déconvenus. Et donc, si on utilise la métaphore de l'Everest, ils font quoi, les alpinistes qui arrivent en haut? Ben d'abord, ils sont au camp de base. Et au camp de base, en fait, ils préparent leur ascension. Ils préparent leur ascension et quand tu fais l'ascension, tu dis, est-ce que moi, je suis en bonne forme physique pour monter à 8000 mètres? OK. 2, est-ce que mon équipement est OK pour monter à 8000 mètres? Est-ce que j'ai les bonnes chaussures, les bons crampons, les bonnes bonbonnes, tout le truc? Deuxième chose. 3, je vais pas y aller tout seul. Donc, est-ce que l'équipe qui est avec moi est capable de monter avec moi? Troisième condition. Et quatrième condition, en fait, moi, j'ai jamais fait cette ascension. Et donc, bon, je suis OK avec moi, mon équipement est OK, mes collègues sont OK, mais je vais quand même prendre des guides, je vais prendre des Sherpas, parce que le Sherpa, il sait si je dois passer à gauche ou à droite de la crevasse, il sait où est le camp numéro 1, le camp numéro 2, le camp numéro 3. Et donc, la première chose à faire, quand on veut démarrer un projet d'intelligence artificielle, c'est de réfléchir où est-ce que j'en suis au niveau de mon camp de base. Et donc, en l'occurrence, pour l'intelligence artificielle, ça va vouloir dire quoi? Est-ce que j'ai suffisamment de données en quantité suffisamment propre et suffisamment structurée pour faire tourner un algorithme? Est-ce que moi j'ai envie d'avancer, mais est-ce que mes collègues ont envie d'avancer aussi? Est-ce que mon équipement informatique est OK ou est-ce que je peux outsourcer un certain nombre de choses? Et puis, l'équivalent des Sherpas pour monter l'ascension, c'est les facilitateurs technologiques, comme on appelle ça. C'est des entreprises dont le cœur du métier est d'accompagner les transformations digitales. Et donc, est-ce que je vais chercher ce Sherpa technologique qui va m'aider? Et une fois que ça, c'est en place, de nouveau, je ne vais pas au sommet. Non, je vais au camp numéro 1, qui est potentiellement à un horizon, en fonction du projet, entre 3 et 9 mois. Et qu'est-ce que je vais faire durant cette première partie d'ascension? En fait, je vais un peu tester ma compétence, la compétence de mon équipe, mon niveau de maturité technologique, est-ce que je suis à l'aise avec les Sherpas? Et donc, on va prendre un processus assez simple dans l'entreprise pour lequel on sait qu'il existe prêt sur l'étagère des solutions pas trop chères que je vais pouvoir adapter à mon cas. Et donc, je vais faire en fait un projet avec une envergure, un périmètre très limité, avec des risques limités et des coûts limités. Et de nouveau, en fonction de ce qu'on veut faire, mais si on veut optimiser un processus de facturation ou un processus de réponse sur des chats sur le site Internet ou d'autres choses, on va peut-être se trouver avec des investissements de l'ordre de 5, 10, 15 000 euros, peut-être 20 000 euros et un horizon peut-être effectivement de 6 mois et potentiellement un retour sur investissement dans les 12 mois ou dans les 18 mois. Et en fait, ce premier trajet, il est là pour donner confiance et donner envie. Donner confiance que oui, on peut le faire et donner envie on va passer à l'étape suivante. Et après le camp numéro 1, on fait un peu une auto-analyse, qu'est-ce qui a bien fonctionné? On anticipe d'aller au camp numéro 2. Et le camp numéro 2, on fait quelque chose qui est quand même déjà un peu plus ambitieux, qui coûte peut-être un peu plus cher. On aura déjà mieux compris comment faire son business case, on est en confiance ou pas avec les Sherpas et on continue avec eux. Et puis ainsi, camp numéro 3, camp numéro 4, et ça peut s'étaler sur X années. L'idée, c'est quand même d'avoir une vision. Et pour moi, le sommet de l'Everest, c'est quand le management a compris quel rôle peut jouer l'intelligence artificielle pour améliorer fondamentalement le cœur du métier de l'entreprise. Donc, si vous êtes une entreprise dans le domaine du voyage, eh bien, vous avez peut-être démarré l'intelligence artificielle pour
simplement converser sur Internet avec vos clients, mais vous terminez au-dessus à votre Everest en ayant compris comment vous pouvez utiliser de l'intelligence artificielle pour développer les meilleurs voyages possibles, complètement personnalisés, avec toujours le meilleur prix pour votre client. À ce moment-là, l'intelligence artificielle est fondamentalement, je dirais, en support de votre cœur de métier qui est d'organiser les voyages. Voilà, donc ça c'est un peu, ce serait ma recommandation par rapport au chemin pour aller vers la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. Donc y aller pas à pas. Sujet très, très, très intéressant. Et je pense que on pourrait en parler beaucoup. Enfin, on pourrait y passer des heures parce que c'est très, très important et c'est vraiment l'impact du moment, hein, le changement en fait de nos entreprises et de son management vers en fait des process optimisés et où l'ordinateur en fait on va dire l'intelligence artificielle nous aide aussi dans la prise de décision, hein. On a la robotique et la numérisation a fait en sorte que certaines catégories de salariés ont été impactées. On parle souvent des travailleurs dans les usines, etc. Mais aujourd'hui, on parle que un employé sur 2 de bureau sera concerné par l'évolution de son métier. On parle que 40% des travailleurs auront besoin d'une formation pour rester employable, c'est-à-dire que en fait, le fait que l'intelligence artificielle arrive dans l'entreprise, ça va nécessiter aussi de se former et d'apprendre. Et surtout, 60% des métiers d'aujourd'hui n'existent, des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses qui vont arriver et qu'on ne maîtrise pas. Oui, c'est vrai. Et c'est une caractéristique de cette révolution industrielle-ci par rapport aux précédentes. Les précédentes révolutions industrielles, donc vapeur, et puis électricité, et puis technologie de l'information, ont principalement concerné les cols bleus, les ouvriers. Et cette révolution industrielle-ci va concerner beaucoup également les cols blancs, donc les employés, et aussi les managers, parce que de nouveau, il y a des études qui ont été faites et qui démontrent que aujourd'hui, à peu près 30 à 50% du temps du manager est consacré à des tâches répétitives d'analyse et de reporting. Or, ça, ce sont parfaitement les tâches qui demain peuvent être reprises par des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, potentiellement, le manager, je dirais, si on a 2 managers, avec l'intelligence artificielle, ça peut devenir un manager. Sauf si le manager se réinvente dans des tâches, justement, de changement, de mise en œuvre de nouveaux processus, d'accompagnement de ses équipes, toutes tâches qui ne vont pas être faites demain par les robots. Donc, voilà, donc c'est ça dont il faut être conscient et c'est ça qu'il faut quelque part aussi accueillir. Parce que le manager, il va aussi être, bien sûr, déstabilisé et un peu stressé. Parce que lui, c'est un humain comme les autres. Donc, lui, potentiellement, il aime bien aussi la façon dont il fonctionne aujourd'hui. Donc, il n'a pas nécessairement envie de changer. Mais en même temps, son rôle risque de devenir partiellement inutile s'il y a des choses qui sont mieux faites et plus rapidement. Et donc, il doit juste être dans la conscience. Ces tâches-là, je les délègue à un algorithme d'intelligence artificielle qui va faire ça mieux que moi. Et moi, je développe quelque part mon intuition créative, mon intuition stratégique, mon empathie par rapport aux équipes. Et je fais maintenant le lien. C'est très, très, très important aujourd'hui d'être en connexion avec ces équipes. Un des tout grands challenges pour les entreprises actuellement, c'est ce qu'on appelle la guerre des talents. Mais c'est donc à la fois l'acquisition des nouveaux talents et la rétention des talents. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent travailler chez vous et restent chez vous? C'est un peu le package, OK, le package salarial, mais c'est beaucoup, est-ce que la tâche que l'on me donne à faire a du sens? Est-ce que j'ai de la reconnaissance pour ce que je fais? Et est-ce que je peux grandir dans mon rôle? Et le manager qui est dans ce rôle de manager, coach, pourvoyeur de ressources, qui n'est pas dans
ce qu'on appelle les injonctions contradictoires. Donc aujourd'hui, cette semaine, ça c'est très très important, vas-y, attends, je supprime ton jour de congé parce que c'est super super important. Et le lundi d'après, bon écoute, on a réfléchi avec le comité de direction, ce que tu as fait la semaine passée, en fait pas du tout important. Maintenant tu travailles sur autre chose. Ça s'appelle les injonctions contradictoires. Ce sont les premières sources de stress et de non-sens pour les collaborateurs au bureau. Et de nouveau, le manager qui n'a pas développé, je dirais, une autre façon de fonctionner, ben, il va pas être capable d'attirer les talents et de retirer les talents. Et on a besoin encore toujours demain de collaborateurs humains dans toutes les entreprises. Et donc, à côté d'une entreprise qui serait très mature au niveau technologique, si on n'a pas les hommes et les managers qui sont capables de gérer les talents et les faire grandir, bah, cette boîte, elle va avoir un problème aussi, quoi. Donc moi, en fait, je suis super confiant pour le futur des managers. Je pense que le job va être plus passionnant que toujours. Aussi parce que les choses arrivent vite. On parle de 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Bientôt, c'est dans 7 ans. Donc, ça arrive quand même très, très vite. Et alors, l'autre horizon que les scientifiques nous annoncent, c'est 2040, 2045. Et ça, les projections au niveau de l'augmentation de la puissance de calcul, je dirais, donc les projections annoncent à ce moment-là ce qu'on appelle une supra-intelligence qui va être bien supérieure à l'intelligence humaine. Et alors, ce qui est un peu flippant, c'est que aujourd'hui personne ne sait ce que cette supra-intelligence va faire, en fait, ni si l'humain va être capable de contrôler ça. Et c'est pour ça que alors, j'aime bien citer Stephen Hawking, qui est un mathématicien de grand talent, qui nous a quittés maintenant il y a 2 ans. Et il disait, avant d'inventer, comment ça marche encore, oui, après avoir inventé le feu, l'homme a fait beaucoup de bêtises avant d'inventer l'extincteur. Et il dit, la course avec la technologie a commencé, espérons que on puisse garder le contrôle de cette technologie et ne pas faire trop de bêtises. Bon, je pense que c'est une très bonne conclusion pour cet épisode. On fera peut-être un sujet sur le quantique bientôt et sur la méga calcul, mais je pense qu'on a un petit peu de temps avant ça. En tout cas, c'était super. Je pense qu'on a fait un très bon résumé en 1 heure des compétences et des activités du nouveau manager ou du manager 3.0. Et si vous avez encore des questions et si vous voulez, entre guillemets, approfondir le sujet, je vous conseille le livre en fait de Christian, donc Manager 3.0, Intelligence artificielle, gérer le changement. Je pense que vous pouvez le trouver sur toutes les bonnes librairies sur Internet. Oui. Christian, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Merci pour toutes ces infos qui ont été très, très enrichissantes. Ça permet d'avancer aussi sur les fondamentaux du management et l'adapter à notre époque. Chers amis, merci encore de nous avoir écoutés aujourd'hui. Et je vous dis donc à bientôt dans le Meeting Club. À bientôt. Au revoir, Christian. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.